Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Merci de votre présence et je souhaite la bienvenue à nos invités. Louisa Et Hamadouche, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques. Ihsan Khadi, merci d'être avec nous. Mostafa Hamouche, merci aussi d'être l'invité du CPP. Vous êtes journaliste algérien installé en Suisse depuis de nombreuses années. Vous avez dirigé un journal, aujourd'hui vous dirigez un magazine qui s'appelle MM. Et les gestionnaires de fortune à 16 heures perdues aussi. En Suisse. Mea culpa. Merci d'être avec nous. On commence avec vous, Mostafa. Est-ce que vous avez une idée de l'image marquante de la semaine? Qu'est-ce qui a pu vous marquer cette semaine en Algérie ou à l'étranger? Juste pour rectifier, c'était Sid Ahmed. Mais Mostafa me va très bien, comme un gant. Voilà, on vous confond avec un collègue de Liberté. On s'excuse. Voilà. Oui, mon image du jour, de la semaine, je dirais peut-être le retour du Della sur les marchés algériens. Et la saison me paraît très fructueuse. Et pour ce que j'ai goûté pour le moment, c'est sucré et c'est annonciateur d'un bel été. Plus sérieusement... C'est très neutre comme image de la semaine. C'est très suisse. Mais plus sérieusement, je dirais que peut-être que l'image de l'actualité internationale... Oui, bien sûr, il faut parler du Della parce qu'il faut aussi parler de... Peut-être qu'il y a la couleur rouge de la Suisse, mais il faut aussi apprécier les bonnes choses que produit ce pays. Et le Della s'annonce... bon, et il est annonciateur d'un super été. Mais plus sérieusement, peut-être l'image de la semaine, il y avait le rapporteur de l'AE, dont le nom m'échappe, mais qui cette semaine a fait des déclarations en disant que la Cour pénale internationale a pu récolter beaucoup de preuves sur l'Ukraine et sur les crimes de guerre. Et là, moi, je reste très déçu parce qu'on voit que la Cour pénale, quand il s'agit de cas européens, il y a encore là un ombrilisme européen. Dans le cas de l'Ukraine, ils ont récolté beaucoup de preuves, mais dans d'autres cas comme la Syrie, comme l'Afrique centrale, les institutions internationales sont absentes et ne récoltent pas de preuves et elles ne sont pas dans ce qu'on appelle une course contre la montre et on demande que la justice internationale et la Cour pénale doivent enquêter sur tous les crimes, sur tous les continents et qui sont réalisés par tous ceux qui ne respectent pas l'être humain. Et c'est pour ça que j'étais très étonné d'avoir lu cette déclaration, parce que ce qui s'est passé en Syrie mérite d'être aussi documenté et traduit devant la justice. Et vous connaissez bien le dossier syrien, vous avez écrit un livre sur la disparition d'un journaliste en Syrie. Louisa Et Hamadouche, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? En fait, il y en a deux. La première, c'est encore un drame, celui des deux jeunes gens retrouvés dans la soute d'un avion d'Air Algérie. Et les mesures qui ont été prises après, c'est-à-dire une série de limogeages et des mesures de rétorsion au niveau des services de sécurité de l'aéroport. Je pense que oui, il fallait prendre certainement des mesures de ce type, puisque manifestement il y a eu des complicités pour que ces deux jeunes gens se retrouvent dans un avion. Mais se contenter de ça, c'est un peu comme construire le fameux mur sur une plage. Si on pense qu'en changeant les responsables du service de sécurité à l'aéroport, on évitera ce genre de drame, je pense que non, on n'y arrivera pas. La deuxième, c'est la décision de revenir à l'examen de 5e pour les petits. Qui a été annoncé aujourd'hui. Exactement. Donc après l'avoir annulé cette année, revenir dessus l'année prochaine. Difficile de comprendre les motivations. Autant on avait compris qu'il soit annulé parce que tous les pays du monde qui tentent d'améliorer leur système éducatif tendent vers l'annulation de ce type d'examen qui stresse et qui n'est pas une véritable évaluation. Revenir là-dessus, c'est vraiment très problématique. Expliquez ça. Pourquoi est-ce qu'on revient à l'examen de 5e? Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non. Non, certainement pas. Non, non. Ihsan Khadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors, mis à part votre condamnation hier. Oui, bizarre. Justement, c'est lié à ça. Il y a quelqu'un qui, parmi les messages de soutien, كتب لي أساندك إلى آخره حرية التعبير كذا كذا، لكن كتبت أنت قلت في التصريح تاعك لا فيديو باللي من حقنا أننا كصحفيين
نتكلموا على الكبيره والصغيره المليحه والدنيا قال لها بصح الحقيقه بيناتنا تهضروا غير على الدنيا جامي سمعت من عندك حاجه مليحه ça m'a vraiment fait rire et en fait l'image de la semaine je vais garder quelque chose de positif. Le retour des femmes au stade du 5 juillet, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'occasions. On a relocalisé l'équipe nationale au stade du 5 juillet avec des billets électroniques voilà. et ça a donné quelque chose de très sympa. Et on souhaiterait que cette expérience se poursuive pour qu'on se mélange non pas seulement Fil Hirak, sur les rues d'Alger, mais aussi au stade du 16 juillet et dans tous les stades d'Algérie. Et que répondez-vous à ceux qui disent que on est loin de l'ambiance habituelle des stades parce qu'à cause des billets électroniques, il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'il n'y avait pas la grande masse des supporters. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qui est connu. La gentrification de la fréquentation du stade, en Grande-Bretagne, les billets sont tellement chers que c'est plus l'ambiance d'il y a 20 ans, 25 ans. On va dans le stade de City, ou même. Voilà. Et parce qu'il n'y a que les gens qui sont aisés qui peuvent prendre un abonnement, etc. Et ça ne donne pas la même chose au niveau de. À part les COP, les virages et tout ça. Mais là, c'est juste pour l'équipe nationale. J'ai été il y a 15 jours à Mouloudia USMA. C'était Mouloudia USMA qui m'a l'air. Il a fallu pousser pour rentrer, etc. C'était like usual. Alors, on commence évidemment par l'information d'hier, c'est la condamnation, votre condamnation à 6 mois de prison ferme. Il y a eu beaucoup d'incompréhension sur cette condamnation. C'est une condamnation sans mandat de dépôt. En arabe, bidoun idea, ça veut dire sans vous prendre par le corps, c'est-à-dire sur place. C'est une condamnation qui a beaucoup choqué. Votre première réaction, d'abord, est-ce que vous vous y attendiez à cette condamnation de 6 mois ferme? Comment vous avez réagi, honnêtement? Khaled, toi, tu étais présent lors de l'audience. J'avais dit directement en audience à la juge qu'il allait y avoir STNF parce qu'elle n'allait pas me donner le bara'a. Je lui ai dit. Elle n'a pas aimé. Il ne faut pas. Manière de dire. Voilà, mais bon, c'était clair. C'est la juge, c'est la présidente d'audience qui a condamné à 3 mois de prison avec sursis Kenza Khatou, journaliste, qui vient de sortir aujourd'hui, sa notification d'ailleurs, du procès en appel, qui reconnaît son statut de journaliste, qu'elle est journaliste et qu'elle n'a rien fait de ce qui lui était reproché. Kenza Khatou qui a été relaxé le 30 décembre. Relaxé par la cour d'appel. Et donc, c'est la même juge. Kenza Khatou a été maltraitée pendant 5 jours chez la DGSN. D'ailleurs, on va faire un témoignage sur cette maltraitance de journalistes reconnus. Et voilà, la juge, je savais qu'elle n'allait pas faire autre chose que de me condamner, parce que si elle n'a pas donné la relaxe à Kenza Khatou, dans un dossier où elle était mahgoura ihtaltem, bon, voilà, je m'attendais à cela. Mais je me suis dit que ce serait plutôt une peine avec sursis, parce que c'était 3 mois avec sursis, je me dis 6 mois avec sursis. Et donc j'étais un peu surpris par le mandat, par le fait que ce soit une peine ferme. Bon, je sais qu'avec 6 mois, en général, on ne prononce pas un mandat de dépôt en audience, ce qui me donne le temps de me défendre. Moi, j'espérais qu'il n'y ait pas un deuxième procès, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, ça ne vaut pas la peine, un deuxième procès, contre une plainte de Ammar Belhimer sur un contenu, une analyse, etc. Voilà, ça ne sert personne. Tu as assisté au procès, c'était un peu kafkaïen. La juge voulait me faire parler du contenu. Moi, j'ai refusé de parler du contenu. Ça va être la même chose en cours d'appel. Je ne vais pas parler du contenu. Donc à quoi ça sert? Bon, les accusations, elles sont farfelues. Elles ont été maintenues toutes les 3. C'est pas les avocats. Les avocats ont montré, ils ont déposé un mémorandum que le ministère de la Communication n'est pas habilité, n'a pas la qualité pour saisir, pour déposer. Il peut notifier, mais il ne peut pas être plaignant dans une affaire. Il peut être plaignant devant la justice pour enlever un agrément à quelqu'un qui l'a donné un agrément ou quelque chose comme ça. Enfin, en principe, ce n'est pas lui qui donne les agréments, c'est les régulateurs qui n'existent pas ou qui ne font pas leur boulot. Mais pas dans ce cas-là, c'est démontré. Et donc, je m'attends à ce que cette affaire aille jusqu'à la Cour suprême pour que peut-être un juge dans un bureau quelque part à Blacknote se rende bien compte que le ministère de la Communication n'avait pas vocation à déposer plainte pour les raisons pour lesquelles il a déposé plainte. Donc on attend un procès en appel dans une période de maximum de 45 jours. Donc le procès aura lieu probablement au mois de juillet. C'est pas ce que disent les avocats. Ils disent que ça sera difficile de le localiser, de l'enrôler, c'est l'expression technique qui est utilisée dans ces cas-là, cet été. Donc ça risque d'aller à la rentrée, à la reprise. Quand vous êtes un non-détenu, il est vrai que vous n'êtes pas donc une priorité pour la programmation dans les délais. Voilà. Moi, je ne sais pas si les amis veulent faire un commentaire. J'aurais juste à ajouter quelque chose après leur éventuellement commentaire. Comment vous avez réagi, Louzaïd Hamadouche, à cette condamnation? Écoutez, on est rentré depuis plusieurs mois déjà dans une spirale d'arrestation, de répression. Qui ne s'est pas arrêtée. Qui ne s'est pas arrêtée. On est dans la même spirale. Moi, la chose la plus importante,
ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on ne peut pas analyser rationnellement la pertinence de ce type d'action. On ne voit pas comment l'Algérie, avec les dirigeants actuels, avec le 60e anniversaire de l'indépendance qui arrive, comment l'Algérie de 2022 peut justifier, à cette époque, de revenir à des actions, à des décisions qu'elle n'a pas connues depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui la mettent non seulement dans le banc des accusés, mais on va dégringoler dans tous les rapports possibles et imaginables en termes de droits humains, de liberté d'expression, de transparence, de développement humain, parce que tout ça, ça rentre aussi dans ces aspects-là. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui sont aussi préjudiciables, pas seulement pour les Algériens, pas seulement pour les journalistes, mais c'est tout, c'est l'État algérien, c'est l'image de l'État algérien qui en prend un coup, sérieuse. Sidi Ahmed Hamouche. Toujours, c'est un regard extérieur. Moi, je dirais que informer n'est pas un crime, donner son opinion non plus, écrire un éditorial ne peut pas être sujet de... C'est plutôt un blog. Oui. C'était, avec la condamnation de Yassine, c'est en même temps le journalisme et la liberté d'opinion qui étaient condamnés, parce que c'était un blog dans un site. On ne peut pas arriver devant un juge pour ça. Et c'est pour ça qu'on est en train, l'Algérie est une jeune nation qui est en train de fêter ses 60 ans. Et quand on voit qu'une justice s'occupe à régler et à s'immiscer dans des choses qui ne sont pas prioritaires, ce n'est pas de son apport, et qui finalement, ça se retourne contre la justice parce qu'elle va voir que c'est vide et après, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne de l'extérieur un pays où ça veut dire où on veut condamner des gens sur des choses où c'est du vent. Et après, c'est très dommageable pour l'image de l'Algérie. Et je trouve que, oui, que ces derniers temps, toute cette série de condamnations, d'attaques contre les journalistes, donne plutôt un pays plus autoritaire, plus répressif qu'un état de droit. Alors, vous voyez, c'est un retour de boomerang très dévastateur pour l'image de l'Algérie. Alors, deuxième sujet d'actualité, rapidement. Oui, allez-y. Je réponds à la question de Louisa El Hamadouche qui disait on ne comprend pas la logique. Pour les autres secteurs, je ne vais pas m'avancer. Mais en gros, je pense que c'est valable. Je pense que c'est valable comme explication. On est dans un système j'appellerais de force inertielle répressive. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une première impulsion. Dans mon cas, c'est une plainte du Premier ministre de la Communication, Ammar Belhimer, qui depuis a été démis, qui a des problèmes de justice, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais enfin, truc avec sa famille. Une première impulsion qui a été donnée. Une première fois, la gendarmerie n'a pas donné suite. Ensuite, il y a quelque chose qui a bougé. Ils m'ont emmené chez le procureur. Quand le procureur reçoit quelqu'un que Dhabtiya al-Qada'iyya a amené, même s'il n'y a rien dans mon PV, j'ai refusé de parler il n'y a rien. Et en fait, c'était deux parties qui étaient, c'est lui, c'est le ministère de la Communication et le journaliste. Une fois qu'on arrive chez le procureur se sent obligé pour se protéger de mettre des chefs d'accusation. C'est-à-dire c'est pour lui, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est mis en route. Ensuite, le juge d'instruction, il fait la même chose, il te met sous contrôle judiciaire. Il aurait pu me mettre en mandat de dépôt, il m'a mis sous contrôle judiciaire. Et je dis, il se protège. Et il est resté tout le temps sans m'écouter sur le fond. Il a fallu que Ammar Belhimer quitte sa fonction pour que dans la même semaine, il m'appelle. Il a dû considérer que c'était le bon moment pour m'écouter sur le fond. Tout le monde est dans la peur de désamorcer un processus. Ensuite, quand ça arrive à la chambre d'accusation, personne ne prend la responsabilité de dire que ce n'est pas un dossier qui doit aller en justice. Le plaignant n'a pas la qualité. Il le savait que le plaignant n'a pas la qualité. Mais ils se disent, s'il y a une impulsion au départ, que ça vient de l'exécutif, que ça vient du sécuritaire, pourquoi ce serait dans la chambre d'accusation ? Le procureur n'a pas osé bloquer, le juge d'instruction n'a pas osé annuler les votes, la poursuite de la procédure. La chambre d'accusation va continuer à laisser. Et c'est la même logique en audience. En audience, la procureure, qu'est-ce qu'elle va faire ? Une procureure qui, à mon avis, ne savait même pas que Radio M était une radio privée.
parce qu'elle a demandé à ce que je sois exclu de toute activité fonction publique. Donc je pense qu'elle a dû faire cette confusion. Voilà, elle n'a pas parlé, donc je ne sais pas, mais malheureusement, je la soupçonne de ne pas avoir fait la différence. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend maximum, elle prend 3 ans, elle se protège. La juge, je l'ai un peu challengée en lui disant, je sais que ça va aller en appel, vous n'allez pas pouvoir me... Elle va se protéger, elle s'est protégée avec une peine de 6 mois. C'est une logique pour partout. Les passeports qu'on enlève aux chefs d'entreprise, qu'on a remis en liberté, l'impulsion négative, elle est là. Désamorcer, pourquoi? Parce que tout le monde se dit que si je stoppe le processus, c'est pour ça que moi je salue la Cour suprême, la Cour d'appel, quand elle a donné le bara'al, le Kenzakhato. Il y a des juges, heureusement, qui peuvent prendre cette responsabilité. Mais dans l'administration en général, etc., les gens, personne ne veut désamorcer une impulsion négative. Et donc il y a une force inertielle, elle va continuer sur des années. Il y a des chefs d'entreprise qui ont été arrêtés ou mis sous contrôle judiciaire en 2019 au moment de le Menjel de Ahmed Gaïd Saleh et qui jusqu'à aujourd'hui ne sortent pas d'Algérie. Enfin, le plus connu, c'est le plus important, c'est le patron de Cevita, et ça, mais il y en a plein d'autres qui ne parlent même pas. On ne désamorce pas. Pourquoi? Parce que si on désamorce, on a peur pour sa carrière. On ne se rend pas compte qu'en fait, on met tout l'écosystème par terre avec ce type de mesures. Et dans mon cas, on met l'image de l'Algérie, ce que tu as évoqué, etc. Un deuxième procès, tout le monde qui m'appelle pour me dire, les médias internationaux, etc. C'est quoi cette histoire, tu es condamné, etc. En fait, ils s'en foutent. Ils se protègent mutuellement les uns les autres. Avant de passer à la thématique du jour, bien sûr, un mot sur la décision qui est tombée tout à l'heure. L'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu en 2002 avec l'Espagne. C'est ce qu'indique donc une déclaration de la présidence de la République qui justifie cette décision par le fait que les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental. Comment on peut réagir à une telle décision? Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision radicale, qu'elle a tardé un peu? C'est le divorce, aujourd'hui, entre Alger et Madrid. Alors, c'est pas une question simple. L'Algérie, depuis 2019, compte tenu de l'instabilité interne, tente de compenser les insuffisances au niveau interne par une activité extérieure plus dynamique qu'elle ne l'était auparavant. Vous me diriez, c'est facile parce que quand Bouteflika était au pouvoir et qu'il était incapable d'être le chef de la diplomatie algérienne était vraiment devenue quasiment inerte et quasiment inexistante. Donc on est, d'un premier point de vue, sur le plan de la forme, sur le plan formel, cette volonté de surenchérir dans l'opposition à la contestation, de s'opposer à certains pays comme l'Espagne, il me semble qu'on est dans une espèce de show-off pour montrer que l'Algérie est véritablement de retour sur la scène régionale et internationale, qu'elle a désormais une diplomatie active, qu'elle connaît ses intérêts et qu'elle a l'intention de les défendre, quel que soit le coût de cette protection. Donc, tension avec l'Espagne et jusqu'à, comme vous venez de nous informer, la suspension de l'accord d'amitié. Maintenant, ça, c'est sur le plan formel, et on a bien vu aussi qu'au niveau de l'APS ou des discours officiels, il y a une véritable surenchère dans le fait de marketer la politique étrangère de l'Algérie en ce moment. Donc, c'est cette année et l'année dernière. Maintenant, dans le fond, quels sont les calculs qui ont été faits en prenant cette décision ? En politique étrangère comme en politique interne, on suppose qu'une décision est prise après avoir étudié une série d'alternatives et on calcule, grosso modo, les pertes et les gains de chaque décision. Il semble, au vu de ce qui se passe depuis plusieurs mois sur le dossier du Sahara occidental et sur le dossier marocain, que la diplomatie algérienne a fait de ce double dossier une priorité. Est-ce que c'est une priorité stratégique dans le sens où l'Algérie a décidé qu'il était hors de question que le Sahara occidental tombe sous la souveraineté marocaine, et ce malgré tout ce qui s'est passé depuis Trump et l'Allemagne, l'Espagne, la France qui est... Les Émirats. Exactement. Donc est-ce que c'est une décision stratégique, mûrement réfléchie,
qui consiste à dire que si le Maroc confirmait sa souveraineté, il y a aussi le président de l'Union africaine qui a dans une déclaration quasiment éliminé la République sahraoui de la liste de l'Union africaine quand il était en Russie. Donc il y a toute une série d'événements qui montrent que... Je veux dire que c'est Macky Sall, ça compte pas vraiment. Oui, mais il est président de l'Union africaine. Donc, et il a parlé au nom de l'Union africaine. S'il parle au nom du Sénégal, oui. Mais là, président sénégalais très proche du Maroc. Tout à fait. Et puis là, en l'occurrence, il représentait l'Union africaine. Donc il a une double casquette. Et le fait qu'il ait parlé de 55 États au lieu de 56 au niveau de l'Union africaine laisse penser qu'il a zappé. Donc en fait, moi, la question que je me pose, est-ce que l'Algérie est en train de défendre bec et ongle une position qu'elle estime être stratégique pour ses propres intérêts en considérant que si le Sahara occidental devenait légalement, de jure et de facto, sous la souveraineté marocaine, ce serait une véritable menace pour sa sécurité, ou si elle... Non, première possibilité. Deuxième possibilité, elle utilise ce dossier pour alimenter une relation belliqueuse avec le Maroc, parce qu'on le sait bien, pour le Maroc comme pour l'Algérie, le maintien d'une relation ennemie utile est important pour tous les régimes qui ont des difficultés internes. Moi, c'est ce qui me préoccupe essentiellement. Sur quelle base l'Algérie est en train d'aller très très loin dans la défense du dossier sahraoui? J'imagine que Louisa a la réponse à sa question. Louisa Hamadouche dit que c'est une manière de se montrer sur l'international quand on a des problèmes internes. Mais lorsqu'on voit le communiqué RCN de la présidence, on parle du dossier du Sahara, alors qu'il y a aussi... Il faut préciser que cette suspension intervient 10 mois après la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, alors qu'il y a bien d'autres pays aussi qui font marche arrière sur la question sahraoui, et pour autant l'Algérie ne prend pas des décisions similaires vis-à-vis de ces pays. Les États-Unis, les Émirats arabes unis par exemple. Oui, on peut même les Émirats arabes unis qui ont ouvert un consulat de manière indécente, un consulat à Dakhla, qui a beaucoup de résidents émiratis à Dakhla, qui a bénéficié de 3 jours de deuil suite au décès de l'émir Khalifa. Du président des Émirats. Du président, et qui a eu comme conséquence d'ailleurs de stopper certaines activités culturelles. C'est tombé sur le Dimajaz de Constantine notamment. Et donc, évidemment, on voit bien qu'il n'y a pas de symétrie dans la démarche. D'où mon sentiment dans l'alternative qu'a proposée Louisa. Est-ce que c'est une décision stratégique mûrement réfléchie dans le long terme pour dire qu'on ne peut pas laisser le Maroc devenir souverain sur le Sahara occidental et utiliser ce thème, l'agitation, etc., pour continuer à crier au loup par rapport au front intérieur? Malheureusement, là, vraiment le sentiment que c'est le deuxième cas. Parce que sur le premier cas, je pense qu'il y a une jurisprudence qui a été ouverte par la période Chadli qui montre qu'il est possible sans laisser le Maroc prendre la souveraineté sur le Sahara occidental, parce que ça ne correspond pas, encore une fois, au droit international, et je réponds à l'occasion aux nombreux amis marocains qui nous suivent et qui me font personnellement le reproche de continuer à soutenir l'autodétermination Sahara occidentale, c'est la position des Nations Unies. Elle est toujours en vigueur, il y a toujours une commission de décolonisation et il y a toujours un émissaire spécial pour les Nations Unies. Il y a toujours la MINURSO, une force onusienne pour la tenue du référendum. Même si le référendum ne pouvait plus aujourd'hui se tenir, il faut trouver d'autres solutions dans le cadre de l'ONU. Est-ce que c'est l'autonomie élargie? Si les Sahraouis le refusent, si les Algériens la refusent, aussi parce qu'ils sont devenus d'une certaine façon impliqués dans ce conflit, parce qu'ils ont des réfugiés sahraouis en Algérie, on est obligé d'en tenir compte. Contrairement à la position d'Aboud Hicham, qui considère que c'est ça la solution, puisqu'il est parti à l'Ayoun nous dire que c'était... Il faut prendre une initiative, il faut faire quelque chose, mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui il y ait une réflexion sur cette question-là, et à considérer que c'est une ligne rouge et qu'on doit tout engager au risque de rentrer en conflit, s'isoler d'un partenaire aussi important que le Royaume d'Espagne. Alors, Sidi Ahmed Hamouche, on a connu un peu la même histoire il y a quelques années entre l'Algérie et la Suisse sur le dossier Khaled Nazar. Abdelaziz Bouteflika a été président, lui, son frère ont fait pression sur les autorités suisses pour que cessent ces accusations. Comment est-ce qu'en Suisse on voit l'Algérie comme un pays qui cherche des problèmes avec beaucoup de pays lorsqu'il s'agit de ses intérêts? Comment on voit ça?
Pas vraiment, mais je dirais que ce n'est pas une diplomatie stratégique comme elle a bien expliqué, c'est plutôt une diplomatie émotionnelle. C'est une diplomatie des émotions et, par exemple, le calendrier est mal choisi d'ouvrir un front avec l'Espagne à quelques jours de l'ouverture des Jeux méditerranéens, des Jeux d'amitié, des Jeux pour célébrer la Méditerranée. Et puis, pays d'accueil, pays qui doit montrer une image d'accueil, de tolérance, de fraternité. On ouvre un front diplomatique sur cette question. Et encore une fois, on a l'impression que l'Algérie fait ce qu'on appelle, elle est le Mr Bean. Ça veut dire ils font des gaffes. Ça veut dire on ne mesure pas la portée d'une décision qui pouvait attendre. Il n'y avait aucune urgence de surenchérir contre l'Espagne. Et encore une fois, oui. Juste savoir, je veux une parenthèse, qu'il y a déjà des mesures qui sont peut-être plus préjudiciables. Aujourd'hui, on parle avec les importateurs. D'ailleurs, peut-être qu'on va recevoir un Maghreb émergent pour l'économie et sur le plateau de Radio M, qui aujourd'hui ne peuvent plus importer quoi que ce soit d'Espagne. Oui. C'est bloqué, c'est écrit nulle part, mais c'est bloqué. Les produits espagnols ne rentrent plus en Algérie. C'est infiniment plus sérieux que cette mesure qui est spectaculaire et émotionnelle. Et je dirais aussi avec l'Espagne, alors que l'Europe aujourd'hui cherche du gaz un peu partout, essaye de combler la menace russe qui est réelle. Aujourd'hui, il y a des pays comme du Nord, la Hollande, demain peut-être ça va être autour de l'Italie, de la France, que Poutine est très sérieux. Si vous ne payez pas en rouble mon gaz, je vous le coupe. Et que l'Algérie, pays producteur de gaz, il y a un gazoduc qui relie l'Algérie à l'Europe via le Maroc et l'Espagne, aurait pu être un peu opportuniste parce que l'économie internationale est opportuniste et de dire voilà, je pourrais plutôt apaiser les tensions, essayer de jouer son rôle économique en Méditerranée, parce qu'il n'y a pas qu'un rôle diplomatique, il y a aussi, c'est un marché, c'est une région stratégique. Et je dirais l'Algérie même avec la Suisse, pour revenir à Nazar, c'était vraiment pour appliquer la justice. Une plainte a atterri chez le procureur suisse et il voulait exécuter cette plainte, écouter Nazar. Et la diplomatie algérienne, elle s'est enflammée, et puis alors que le procureur aurait pu libérer Nazar en l'entendant et puis en le mettant dans le premier avion. Et je veux dire, et c'est pas bien. Et à quand, et en plus, là, on va célébrer les 60 ans de l'indépendance, un rendez-vous hautement émotionnel pour les Algériens. Et là, on se dit, est-ce que c'est l'État algérien émotionnel qui va célébrer ou plutôt c'est la jeune nation qui va tirer une leçon de 60 ans d'indépendance. Et nous sommes à 27 jours donc, de cette célébration importante, les 60 ans de l'indépendance. Nous avons décidé de lancer des séquences jusqu'au 5 juillet prochain. Chaque semaine, dans chaque CPP, nous allons aborder une thématique principale, elle peut être politique, économique, culturelle, etc., jusqu'au fameux 5 juillet, donc 60 ans de l'indépendance algérienne. On va commencer aujourd'hui par d'abord cette transition générationnelle, la perception des Algériens de ces 60 ans de l'indépendance, surtout les jeunes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Y a-t-il encore une fierté algérienne ou existe-t-elle surtout dans le sport et dans le foot? Mes premières questions, est-ce que on s'est beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on prépare ces 60 ans? Est-ce que vous avez l'impression que la préparation n'est pas à la mesure de l'événement? Louisa Hamadouche. Écoutez, moi je suis professeure dans une université de sciences politiques. Il n'y a rien. Donc oui, effectivement, je n'ai pas du tout le sentiment que, au niveau des universités, mais je pense que c'est à plusieurs autres niveaux, dans plein d'autres secteurs. C'est pas un événement qu'on a préparé. C'est pas un événement. Je pense pas que ce soit une absence de volonté, bien au contraire. Hein. C'est plutôt qu'on est dans un contexte où
la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie se fera ailleurs. À l'étranger, en Europe, beaucoup d'événements seront organisés au mois de juin pour célébrer le 60e anniversaire de l'Algérie. Par la communauté algérienne, vous voulez dire? Non, enfin, communauté universitaire, communauté... en termes d'histoire, vous le dites, en termes de... En termes de... Non, dans plein de domaines différents. Pour parler du mien, des universitaires, des colloques auront lieu pour analyser, expliquer, trouver du sens au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous, on ne le fait pas ici parce qu'on n'a pas la liberté pour cela. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Vous disiez, est-ce qu'on est fier? Ben, moi, je peux répondre très clairement, je suis très, très fière. Très, très fière que l'Algérie que l'Algérie soit indépendante depuis 60 ans. Je suis très fière que l'Algérie... je suis très fière de la façon dont on a acquis l'indépendance. Je suis totalement consciente des contradictions, des insuffisances, des drames inhérents à cette conquête. Et pour moi, de toute façon, aucune grande victoire ne peut se faire sans casser des œufs ou sans insuffisance. L'indépendance est une action humaine, une réalisation humaine, et bien évidemment, il y aurait tellement de choses à dire, et Hassan travaille beaucoup sur le sujet, donc oui, mais au-delà de tout ça, oui, je crois que les Algériens ont toutes les raisons d'être fiers d'être indépendants depuis 60 ans. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la latitude de parler de cette fierté avec les mots qu'ils ont. Parce que quand on est fier de quelque chose, on est fier de cette chose avec ses insuffisances avec ses lacunes et ses réalisations. Et le moindre des choses, à mon avis, au bout de 60 ans d'indépendance, on aurait dû, au niveau des universités, au niveau des médias, au niveau, je sais pas, des entreprises, au niveau des télévisions évidemment, ne parler que de ça. Tout ce qui a été fait de bien, tout ce qui a été fait de mal, ce qui aurait pu être fait différemment, et pour tracer des pistes pour les 60 prochaines années. Il y a un sentiment de colère apaisée dans ce que vous dites, de la colère mesurée. Vous êtes d'accord? On n'a pas, non, je suis un peu bouleversé par on n'a pas assez préparé. Je suis ému, je suis bouleversé parce que réellement... Et ça peut provoquer une certaine colère, le fait oui. de ne pas prendre au sérieux un anniversaire aussi important. En fait, en réalité, il y a eu un moment historique fort où on s'est réapproprié cette fierté et celle de l'indépendance. C'est le Hirak. C'est le Hirak. Et qui avait comme mot d'ordre l'istiqlal, mot d'ordre clé. L'istiqlal, c'est-à-dire finir, achever le processus d'indépendance qui n'a pas plu à tout avec la démocratie. On se libère de la tutelle autoritaire des services de sécurité de l'armée, dans le cas de l'Algérie. Et on sent que les Algériens sont fiers, ils se sont réappropriés cela, on le sait. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas donner cela à un régime de restaurationniste contre-révolutionnaire qui est en train d'essayer d'effacer tout ce qui a pu avoir de bien durant les 2-3 années de Hirak, et même revenir avant 88. Et donc ce sentiment de fierté, souvent quand on l'exprime, on a l'impression de servir Tebboune, de servir Shengriha, de servir les militaires corrompus, etc., alors qu'il nous appartient. Et ce sentiment, on a tendance... Moi-même, je me rends compte des fois que je suis en dedans, je me laisse attaquer sur les réseaux sociaux. Mon père était dans le projet insurrectionnel du 1er novembre. Moi, je garderai toujours l'image des premières années de l'indépendance, la fierté qu'il y avait dans le regard de mon père, d'avoir réalisé quelque chose quand je dis le regard de mon père, c'est de sa génération. Et on a grandi écrasé par la lumière de cette génération qui a réalisé quelque chose, tu le sais très bien, Khaled, ta famille, c'est une famille de shuhada et de mujahideen. Ce qu'a réalisé cette génération, celle qui a libéré le pays, celle qui a subi d'abord le joug colonial pour pouvoir s'en dégager et s'en libérer après, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde. Pas seulement au XXe siècle, mais dans l'histoire, parce que c'est quand même 130 ans d'occupation, c'est un rapport asymétrique de puissance, c'est un miracle, c'est un véritable miracle quand on voit d'autres pays. Et donc cette fierté-là, moi, je sais qu'elle m'a complètement envahi, immergé. Je vis avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas m'aplatir devant n'importe quelle dictature algérienne parce que je suis complètement irrigué
par cela dans ma famille, dans mon vécu. Et donc, ils nous ont laissé, cette génération nous a laissé quelque chose de considérable sur lequel justement, quand tu dis, sur lesquels on a pu surpasser les mauvais moments, les travers, les turpitudes des gouvernants, etc., parce qu'il y avait le souffle. L'arrêt du processus électoral, ce qui s'est passé dans les années 90, qu'est-ce qui a sauvé l'Algérie? C'est le souffle de novembre. C'est encore le souffle de novembre. S'il n'y avait pas ça, n'importe quel pays dans le monde se serait écroulé. Il y aurait eu une guerre civile interminable. Et il y avait encore le Moudjahidine, il y en a qui ont pris les armes pour défendre leur village, etc. Ils avaient encore leur aura. Ceux qui n'étaient pas dans les hautes sphères, etc. Mais vous-même, vous appelez ce qui s'est passé dans les années 90 de guerre civile? Oui, c'est une guerre civile, bien sûr que c'est une guerre civile. Donc il y a eu la guerre civile. Pardon? Donc il y a eu la guerre civile. Oui, il y a eu, mais on a sauvé l'État. C'est ça qu'il faut regarder. On a quand même sauvé l'État. La Somalie n'en est pas sortie, le Yémen y est toujours, la Libye s'est pas réglée, et il y a plein de pays qui sont restés des décennies dedans. On a pu restaurer quelque chose qui a repris la route du développement sur les années Bouteflika, avec les premières années, avec le prix du pétrole élevé, etc. Non, il faut être fier. J'ai dit que j'étais ému après l'intervention de Louisa parce qu'elle l'a exprimé spontanément, mais il faut être fier de ces 60 ans d'indépendance, et je n'aime pas les gens qui mélangent tout. Je ne le dis pas toujours suffisamment. Les gens qui mélangent tout, qui pensent que tout est mauvais, tout ce qui s'est fait en Algérie, les gens n'ont pas suffisamment voyagé dans le monde, ils ne connaissent pas les expériences des autres pays, ils ne savent pas d'où on vient, ils ne savent pas surtout d'où on vient. Ils ne savent pas d'où on vient. Et donc, maintenant, pour répondre à ta question, on ne sait pas suffisamment. On ne peut pas célébrer comme on le souhaite cet événement parce qu'on est dans cette situation où tout nous est confisqué, et même des séminaires et des colloques universitaires, académiques sur cette expérience des 60 ans ne peuvent pas se tenir dans l'université algérienne. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de dunya que mliha dans mon discours. Quel regard de l'extérieur on a sur ces 60 ans qui est un événement important? Moi, juste pour rectifier, je vois la célébration dans le countdown, dans le compte à rebours du célèbre journal Al-Moudjahid, qui a sorti depuis une semaine. Oui, je le lis tous les jours. Il ne reste pas beaucoup d'outils de la presse francophone, il faut le Non, rappeler. je le lis parce que pour moi, c'est un contre-miroir, ou c'est le miroir de quelque chose. C'est pour ça que je le lis, et qu'il y a un logo qui est sorti il y a une semaine, et avec un joli drapeau et un countdown qui annonce jusqu'à la date de la célébration. Oui, jusqu'au 5 juillet. Moi, je dirais les célébrations de 60 ans d'une nation, 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, est une occasion de récolter du récit, avec une génération qui va disparaître, et que ça permet ces personnes, ces Algériens qui ont combattu, qui ont vécu cette guerre, de laisser en héritage ce récit, et que les médias, les chercheurs, les universitaires ouvrent des fenêtres pour aller récolter ces témoignages qui serviront à bâtir l'Algérie de demain, de lui donner des racines encore plus profondes, de confronter ce récit, de bâtir des archives, et surtout, j'avais travaillé sur ces questions-là, par exemple, au Liban, quand il y avait les guerres, et retrouver des gens qui allaient disparaître et leur prendre leur regard est très précieux et servira à remplir nos universités, nos musées de cette mémoire qui, malheureusement, on risque de la perdre. Et c'est pour ça qu'il y a ces dates. Je ne pense pas que cette date où, au prochain 5 juillet, on aura une autre Algérie ou un autre rapport avec la France. Mais ces occasions, on doit les préparer, on doit les mener à bien, on doit aller vers ces générations qui ont fait la guerre, qui ont des récits sur l'Algérie, de celle lors de la colonisation post-coloniale, celle d'aujourd'hui, et puis on doit les récolter. C'est pour ça qu'il y a ces commémorations. L'autre chose, c'est que moi j'aime bien parler, quand je reviens faire des reportages en Algérie, avec la génération qui n'a pas connu la guerre, et qui n'a pas connu ce récit, et qui aujourd'hui est presque imperméable. Pour elle, l'Algérie, elle racontera l'Algérie d'aujourd'hui.
Et je vous rejoins quand vous dites qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a un rapport à l'Algérie qui est très fort. Et mis à part les problèmes socioculturels, les problèmes économiques et tout, mais il y a un vrai rapport, il y a une vraie appropriation de l'histoire de ce pays. Et pour terminer, il y a un mois, il y a eu une grande rencontre à Genève sur les accords d'Évian, parce qu'on revient à ça. Et les initiateurs de cette initiative, c'est qu'ils ont fait regrouper tous les acteurs, ça veut dire du côté français, du côté algérien, du côté suisse. Et ils ont essayé de parler de manière un peu factuelle, parce qu'il reste beaucoup de choses à régler sur l'histoire de notre indépendance, sur l'histoire de l'Algérie, en posant les choses de manière un peu plus, je dirais pas scientifique, mais un peu plus apaisée. Est-ce que l'Algérie est prête à faire ça lors de ces commémorations ? C'est ce que moi je souhaite, c'est qu'on passe à autre chose. Ce type de conférence, par exemple, sur les accords d'Évian, pourrait avoir lieu en Algérie, mais de manière soporifique, où on servirait le discours officiel. C'est ça, ouais. c'est ça la différence. Louisette Hamadouche, lorsqu'on parle de fierté, vous avez parlé de fierté, qui est sans doute un sentiment partagé, mais qui est mêlé à beaucoup de déception et de colère quand on voit qu'il y a encore un nombre important de gens qui quittent le pays, souvent au péril de leur vie. Vous avez parlé des 2 jeunes qui sont morts dans une soute, dans les trains d'atterrissage de cet avion d'Air Algérie. Beaucoup disent que jamais il n'y a eu autant de personnes qui quittent ce pays par désespoir. Est-ce que ce n'est pas aussi une grosse déception à 60 ans de l'indépendance ? Oui, bien sûr. Comment je me l'explique ? Pour moi, le système politique algérien s'est montré résilient et a fait preuve de sa résilience depuis 60 ans maintenant, parce qu'on est toujours dans le même, grâce à 2 choses. La rente pétrolière qui a permis la redistribution, redistribution des dividendes, conserver un état social, éviter une paupérisation massive de la population, l'école publique, la santé gratuite, etc., etc. Donc, premier pilier, la rente. Et ça fonctionnait, ça fonctionne encore. Sauf que l'envers de la médaille, c'est le façade, c'est la corruption. Le deuxième pilier important, c'est la sécurité, l'État sécuritaire, héritière de la légitimité révolutionnaire. On est passé de combattre l'ennemi français, donc la révolution, à combattre les ennemis internes, terrorisme, et donc la légitimité sécuritaire, surtout terrorisme. Pour moi, ces deux leviers ont été réellement efficaces pour expliquer la résilience du système politique algérien. Il me semble que le 3e pilier, et qui aujourd'hui est le plus faible, c'est qu'une population, pour qu'elle accepte de maintenir un contrat social et un contrat politique avec ses gouvernants, a besoin de prospérité, a besoin de sécurité, mais a besoin de dignité. Et ce 3e élément est pour moi celui qui est qui est le plus fragile des 3. La légitimité sécuritaire, l'Algérie la domine encore bien. La légitimité de la prospérité, malgré la crise économique, malgré la crise financière, elle a encore des ressources de maintenir un minimum de redistribution. Il me semble que l'aspect le plus fragile, et là où le contrat entre gouvernant et gouverné est le plus fragilisé, il est même sur le seuil de la rupture, c'est dans le fait que les gouvernants n'arrivent plus à faire en sorte que les Algériens aient envie de rester en Algérie, se sentent dignes. Je parlais de la fierté de l'indépendance, c'est une chose, mais qu'ils se sentent dignes en vivant en Algérie. Pour moi, le harga, donc, et les vagues de départ des jeunes et des moins jeunes, la raison essentielle n'est pas économique, parce que la hausse de ces départs, c'était justement au moment où, sur le plan économique, les choses allaient très bien socialement. Ce n'est pas la sécurité, parce que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de souci. Par contre,
c'est dans cet aspect-là. Les Algériens n'ont pas le sentiment de vivre dignement dans leur pays. Pourquoi? Il me semble que les dirigeants, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de 62, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du capital symbolique de la guerre de libération, on a progressivement dévié d'un système d'autorité à un pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est une chose. Avoir du pouvoir, ça veut dire avoir la capacité de faire à un autre ce qu'il ne ferait pas volontairement. Pour moi, les dirigeants actuels ont consolidé leur pouvoir, mais ils sont en train de perdre toute leur autorité à l'égard de la population. L'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir faire aux autres des choses volontairement. C'est de ne pas les obliger, de ne pas les réprimer pour faire. En fait, au lieu d'avoir un rapport de domination, on a un rapport de loyauté. Au lieu d'avoir de l'obéissance, on a de la coopération. Et là, on n'est plus clairement dans ce schéma-là. La prospérité, la sécurité ne suffisent plus. Et aujourd'hui, la quête de dignité, les Algériens n'ont pas envie uniquement d'être des consommateurs, n'ont pas envie de sortir dans la rue sans avoir peur d'une bombe. Ils ont envie d'être dignes, envie d'être un acteur essentiel dans l'élaboration, dans la construction de leur pays. Hassan Qadi, c'est cette recherche de dignité que veulent les Algériens et qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui. On peut l'expliquer aujourd'hui comme ça. Si tu as quelques minutes, je peux expliquer un peu la trajectoire, quelques minutes, pas trop longtemps, la trajectoire, parce qu'en fait, on a parlé de la partie guerre de libération nationale, la fierté qui vient là, mais je pense que les 60 ans d'indépendance sont aussi l'occasion de faire le bilan de notre trajectoire, de nous poser la question, au bout de 60 ans, où est-ce qu'on aurait dû être? Est-ce que nous sommes au bon endroit, en termes de vivre ensemble, en termes de qualité de vie, en termes d'insertion, d'impact sur son environnement mondial, etc. Ce sont les questions qu'on devrait pouvoir se poser à la question des 60 ans. Le cas algérien a une complexité particulière. Je le dis à la décharge de tous les Algériens, y compris de leurs gouvernants et de leur armée omnipotente. Le cas algérien, c'est le seul au XXe siècle où on est arrivé en 62 dans une situation où la classe dominante a disparu. Il n'y avait plus sociologiquement, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Même dans la révolution russe, on a réprimé la classe dominante, mais elle était là avant. Chez nous, elle est partie, physiquement, elle est partie au moment de l'indépendance. Et je me rappelle, j'ai parlé de recueillir les témoignages, j'ai 8 heures d'enregistrement de Ben Bella dans les 2 dernières années de président Ahmed Ben Bella de sa vie, sur le déclenchement de la révolution. Mais on en a profité pour parler aussi des premières années. Et quand il m'a fait un peu le listing de mémoire, de ce que c'était l'Algérie, des moyens qu'il y avait sur l'Algérie, c'était aussi un grand moment d'émotion parce que les gens ne réalisent pas. Les gens ne réalisent pas d'où on vient. Donc, pas de classe dominante. Donc, on est parti d'un magma social quasiment uniforme du départ. 1988, c'est une grande crise de stratification sociale. C'est la première, c'est-à-dire, plus qu'ailleurs dans le monde, en Algérie, on ne pouvait pas accepter ton voisin. Vous êtes au moment d'indépendance, vous êtes etc. Au bout de 10-15 ans, à cause de la nomenclature, à cause du privé qui commence à apparaître, il devient patron et toi, ton fils va aller travailler chez lui, etc. Sur une génération, ça ne passe pas. Le capitalisme européen et américain, il s'est bâti sur beaucoup plus longtemps et on finit par considérer comme légitime la différence sociale, ce que j'appelle la stratification, au bout d'un certain temps. Quand ça se passe de manière contemporaine, c'est difficile que ça passe. Et c'est ce qui s'est passé, et nous avons payé ça d'une guerre civile. La guerre civile a fait quoi? La guerre civile, elle a fonctionné comme une possibilité de finalement faire accepter la stratification, faire accepter qu'il y ait des riches et des pauvres en Algérie, en contrepartie de la sécurité pour tout le monde. Sauvons notre pays et acceptons qu'il se différencie. C'est une crise de différenciation. Après, effectivement, quand on fait la différenciation, en principe, on rentre dans les codes de fonctionnement d'entre guillemets un État moderne, avec une bourgeoisie qui joue son rôle social. En Algérie, la bourgeoisie n'a pas pu jouer son rôle social, n'a pas tenté, elle a été, une fois de plus, couarde, malheureusement, parce qu'il y a l'argent de la dépense publique, parce qu'il y a ce lien particulier avec la dépense publique qui fait qu'elle ne s'est pas autonomisée. Elle ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, il y a le dernier des officiers, des sous-officiers du DRS, s'il dit à un grand patron du CAC 40 d'Alger, entre guillemets,
cache-toi, ne te montre pas, sinon tu risques de... Il va l'écouter. On a vu ce qu'a fait Arbarab. Arbarab, il est supposé... Il a lâché liberté pour des raisons de ce type-là. Donc, historiquement, elle n'a pas joué ce rôle parce qu'elle aurait pu jouer ce rôle parce qu'on a accepté la stratification, donc tirer le pays vers le haut. Tirer le pays vers le haut, ça se fait au Maroc, ça se fait en Égypte. Même en soutien à un régime autoritaire. Ça se fait. Elles jouent leur rôle, les bourgeoisies, là-bas. Ici, elles se sont complètement ratatinées. Elles ont tenté de jouer un rôle politique avec la Saba, en essayant, y compris, de challenger l'armée dans le choix du successeur, ce que Ahmed Gaïd Salah a fait très chèrement payer à ces gens-là, parce que c'est le rôle de l'armée, dans sa tête. Et elle n'a pas joué ce rôle-là. Donc les Algériens, aujourd'hui, nous avons accepté la différenciation sociale, il faut que vous nous donniez les droits qui vont avec. Parce que dans les pays où il y a de la différenciation sociale, il y a les droits qui vont avec. La liberté de se défendre, la liberté de s'exprimer, la liberté aussi de voter et d'essayer de changer les choses. Les droits n'arrivent pas. Les droits n'arrivent pas. Et la crise dont on parle aujourd'hui, cette crise de la dignité, je crois qu'elle vient de là. Merci beaucoup. Tu as plutôt l'habitude de me laisser parler aussi longtemps. Je vais juste m'opposer à votre approche, parce que... Vous faites partie de ceux qui ont quitté le pays en 94. C'était Ahmed Hamouche, c'était par volonté de... C'était recruté par une... C'était pas par un manque de dignité. Ça n'a rien à voir avec la... Voilà, c'est professionnel. Voilà. Voilà. Le journal suisse, la liberté. Oui, on fait un métier où on est appelé à bouger, et puis l'offre s'est présentée. J'ai travaillé à la radio. Et ça n'arrive qu'au bon. Voilà, et puis je suis parti et je ne le regrette pas, parce que... Et puis même... On va célébrer les Jeux méditerranéens, et la Méditerranée, avant, il y avait des bateaux qui partaient, qui commerçaient. C'était la civilisation humaine a commencé par ce bassin. Et pour vous dire qu'avant, vous pouvez prendre une embarcation, aller vendre votre matière première à Marseille ou à Gênes, et c'était d'une facilité incroyable. Aujourd'hui, la mondialisation a fait qu'elle nous vend ce miracle qu'on peut bouger, mais pas autant qu'on veut, parce qu'il y a des contraintes. Je veux juste m'opposer à Luisa dans le rapport comment se fait l'autorité et le pouvoir. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, et je pense que là, on revient au problème de dignité. Pourquoi on a ce sentiment qu'il est un peu bafoué, mal compris, mal interprété? Parce que tout simplement, la sphère privée et la sphère publique est mal définie. Et on ne sait pas, et même le pouvoir, même le président algérien, il ne sait pas quand ses déclarations et ses communiqués de presse sont écrits, faits d'une manière où il y a une intrusion dans la vie privée des Algériens, et dont il veut gérer leurs affaires publiques. Même quand on voit l'attaque, quand on traîne un journaliste et on le condamne sur des faits qui sont des faits non pas publics, mais ça veut dire même l'arène de la justice, elle n'arrive pas à trouver des arguments, et les arguments contre un journaliste, c'est de la diffamation, il doit livrer ses sources, et même le journaliste ou dont... attaqué dans sa sphère privée et c'est pour ça qu'on a ce sentiment, et c'est là où il y a la dignité, un problème de dignité, parce qu'un État, qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de lui de constituer des sphères publiques où ces sphères publiques sont régulées d'une manière où elles n'atteignent pas les sphères privées, et chacun a sa propre sphère privée, comme on dit aux gens de la sphère privée de ne pas porter atteinte à la sphère publique. Et après, politiquement, économiquement, le commerce, ou n'importe quoi. Et c'est pour ça que je reviens encore. On parle toujours des Algériens qui veulent quitter, mais on a vu avec le Covid et le blocus, et moi je l'ai constaté, des Algériens qui veulent rentrer en Algérie et qui pleurent et qui vont faire 4 nuits devant une agence et qui ne comprennent pas pourquoi une compagnie aérienne ne leur permet pas. C'est une visite familiale, là. Oui. Il ne faut pas mélanger. Là. Non, mais je veux dire, c'est aussi... Quand tu dis rentrer, on a l'impression qu'ils veulent venir s'installer. Non, je veux dire... Oui, non, mais ils gardent des attaches avec ce pays. Maintenant, je ne rentre pas dans leur degré de relation, et peut-être ils ont du business, peut-être ils ont... Chacun ses considérations. Mais je veux dire, il y a quand même un... Les Algériens sentent depuis le Hirak qu'ils ont un régime qui est obsolète, qui leur fait la honte, alors qu'ils ont été très beaux, qu'ils ont été magnifiques
pour tout le reste du monde. Et cette blessure d'être représenté par ce régime-là qui se perpétue, c'est insupportable. Voilà. Et pour Tout revenir simplement. à la célébration, et c'est là, c'est pas la dignité. Je trouve que un des dangers, on l'a vu dans des pays autoritaires, et l'histoire est pleine, l'histoire enseigne beaucoup sur des choses. On voit contre un pouvoir, et surtout des dates essentielles, soit 100 ans, 50 ans, 100 ans demain, et qu'on veut idéologiser ces dates, les récupérer, vider l'événement de sa substance première, la récupérer, manipuler quelque chose pour construire un opportunisme politique, ça se retourne toujours contre ces régimes. Parce que ça réveille les consciences, ça réveille les gens. Et je redis encore une Ça fois... dépend, le bicentenaire français, c'est pas retourné contre Mitterrand. C'est Mitterrand qui l'a fait, le bicentenaire. Hein. 1989. Oui, mais je redis encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais bien, moi, sonder le rapport des jeunes avec l'histoire de l'indépendance, avec l'histoire de notre rapport, parce que l'indépendance et les 60 ans de l'Algérie indépendante, c'est aussi une réponse de nos relations avec l'ancienne colonie. Comment dans quelle voie continuer, quel rapport. Et je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui ont un autre regard sur la France. Ils sont plus dans la génération de nos parents qui étaient dans un rapport où ils se sont battus pour avoir l'indépendance. C'est Kamal Daoud ou je ne sais pas, ne me piège pas. Merci, avec, Sidi Ahmed Hamouche, voilà, merci. je veux dire, et c'est pour ça que je trouve que les 60 Merci ans, Sidi Ahmed Hamouche. c'est important. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, c'est la première thématique sur le 5 juillet jusqu'au CPP du mercredi 6 juillet, qui sera donc le dernier pour célébrer. Ce sera au lendemain de la célébration, mais ce sera toujours dans le cadre de ces thématiques. Merci Louise Hamadou d'être venue, professeur en sciences politiques. J'espère que d'ici là, votre université fera quelque chose et organisera des colloques. Il n'est pas encore trop tard. Merci Hassan Radi d'être venu. Merci Sidi Ahmed Hamouche. Bon retour en Suisse et à très bientôt. Merci à vous pour votre fidélité. Comme chaque mercredi, nous renouvelons notre solidarité avec les détenus d'opinion qui sont encore trop nombreux en prison. Pour en citer quelques-uns, évidemment les 3 journalistes, Mohamed Mouloudj, Hassan Bourras et Merzouk Touati, qui sera libéré dans quelques jours. Il y a aussi Rachid Nekaz, les 2 avocats, Shorfa Khalifi, Nabil Mellah et bien d'autres. Et nous renouvelons aussi notre solidarité avec les 2 journalistes marocains, toujours en détention et en attente de leur procès après cassation, Omar Radi et Slimane Raissouni. Merci et à mercredi prochain.